J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On va essayer de discuter un peu, mais tapoter. Je sais que l'heure est super avancée, mais bon. Je sais que l'heure est super avancée, mais bon. On va pas s'arrêter. J'espère que vous allez bien. Je voudrais... Aujourd'hui, Vous savez, quand on fait un combat, il faut de temps en temps marquer un arrêt. Marquer un arrêt pour... je ne dirais pas faire une rétrospection. Mais il faut souvent marquer un arrêt pour voir là où on va exactement et tout ça. Et c'est très important parce que bon, ça permet de réorienter un peu la lutte, ça permet de faire un point. Et ça, c'est très important. Donc, dans le cas de figure, il y a beaucoup d'événements. Il y a beaucoup d'événements qui s'enchaînent, bien évidemment, dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'événements qui s'enchaînent. Tapotez le live, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'événements qui s'enchaînent et puis il y a un peu un flou. Voilà. Chez certains Ivoiriens qui se demandent bien quelle est la trajectoire qu'on prend et tout et tout. Il y a une nouvelle configuration de la... Il y a une nouvelle configuration de la... Comment on appelle ça? De la cartographie politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Le PDCI, le PPACI, le RDR, il y a une nouvelle orientation, il y a une nouvelle... non, je ne dirais pas une nouvelle dynamique, mais il y a... comment je peux dire ça? Il y a les événements qui s'enchaînent de tel point que il faut savoir réellement ce à quoi on doit s'attendre. Voilà, on a milité longtemps pour ne pas que mon parti, le PPACI, aille aux législatives. Dieu merci, le PPACI étant un parti démocratique, je pense que la majorité l'a emporté sur la volonté de certains d'aller aux législatives. Je suis même un peu gêné. Je suis même un peu gêné qu'il y ait eu en notre sein, voilà, des responsables qui auraient aimé aller aux législatives. Moi, je suis très gêné par cette posture-là parce que quand on est un parti socialiste, un parti de gauche, normalement et fondamentalement, on doit d'abord lutter contre toute forme d'injustice. C'est ça qui est le plus important. Il faut pouvoir lutter contre toute forme d'injustice. Maintenant, si on lutte contre toute forme d'injustice, il faut appliquer la solidarité. Voilà, la camaraderie. Les socialistes, ce sont des gens qui sont très solidaires. Donc, la situation se présentant comme telle, je ne sais pas comment des gens qui véritablement sont... Ouais, vieux père. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas comment des politiciens, surtout se disant gauchistes, peuvent courir comme ça et aller faire compétir à une élection législative. Vous savez, il faut d'abord comprendre beaucoup de choses. Quand je dis comprendre beaucoup de choses, avant d'agir, il faut réfléchir à deux fois. Parce que on ne fait pas la politique pour la faire. On n'est pas là pour faire la politique politicienne. Vous voyez, non? On est dans un cas de figure jamais vu. Et les politiciens ou certains partis ont adopté une posture selon laquelle ils sont d'accord que de façon naturelle, Alassane Ouattara puisse faire un 5e mandat. Bon, un 4e mandat. Ah, mais s'il fait 4, c'est pas 5 qu'il va pas faire. Hein. Voilà. Donc, les gens, en fait, ils sont dans la dynamique ou dans la logique qu'il faut juste contribuer à l'animation de la vie politique sans rien attendre en retour. Et puis, s'attendre à ce que la providence divine agisse en leur faveur pour qu'un jour, eux aussi puissent reprendre le pays. Vous savez, quand on n'est pas dans un état de droit, quand on n'est pas dans un état de droit, quand on n'est pas dans un pays démocratique, quand on est dans tout sauf une démocratie, si vous ne combattez pas cette dictature-là, si vous voulez vous accoquiner de ça, vous n'allez jamais pouvoir opérer l'alternance à la tête de ce pays. Je veux dire quoi? Je veux dire que si on abandonne la lutte. Parce que les pouvoirs dictatoriaux, là, ça ne se caresse pas ou on ne coopère pas avec. Dès que vous baissez les bras, dès que vous tournez dos à la lutte, vous êtes parti pour en fait plébisciter ou bien alors donner cette sécurité-là au pouvoir dictatorial de s'éterniser. Donc vous vous rendez complice de la souffrance du peuple que vous dites en train de défendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est ça le mal de l'Afrique. Vous voyez, Aimé Césaire disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré l'Afrique. Je suis d'accord avec lui, mais moi je dirais que le malheur de l'Afrique, on le dit tout le temps,
mais ce sont les Africains. Ce sont les Africains, vous voyez. Ce sont les Africains parce que d'autres frères africains ou d'autres frères ivoiriens applaudissent le massacre de leurs frères ivoiriens. Vous voyez ce qui se passe, ce qui s'est passé à Dabou, précisément dans le village de Yassap. Vous voyez, c'est-à-dire que d'autres frères ivoiriens sont d'accord qu'on puisse tuer impunément ou massacrer d'autres de leurs frères gratuitement. C'est pas juste. Et donc, comme je le disais, Aimé Césaire disait cela. Aimé Césaire disait cela. Le malheur de l'Afrique, pardon, c'est d'avoir rencontré la France. Moi, je dis non, oui, quelque part, parce que la France, bien évidemment, c'est elle qui orchestre tout ceci. Voilà, cette France-là qui se veut, comment je peux dire, une nation démocrate, une nation des droits de l'homme. Mais vous voyez que cette France-là encourage le déni de démocratie, encourage les viols constitutionnels, encourage donc les coups d'État constitutionnels. Parce que dès qu'elle apporte son quitus sous son mandat à un président irrégulièrement élu, quand je dis régulièrement, ça veut dire qu'il n'a respecté aucune disposition légale en la matière pour être élu. Donc quand vous voyez la France venir adouber cela, croyez bien fort que la France reste la France. Maintenant, nous, au niveau local, qu'est-ce qu'on fait? Parce que en premier chef, c'est nous qui subissons. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour subir cette dictature, cette malgouvernance-là? Ou alors, est-ce qu'on se dresse comme un seul homme pour nous libérer justement de cette forme d'oppression? Ah, c'est toute la question. Voici toute la question. Et moi, je dis la chose suivante. Les partis politiques sont ceux-là même qui luttent contre les intérêts des peuples. Ah, moi, je le dis clairement. Hein. Les partis politiques, si on veut faire le bilan, voilà, de l'exercice des partis politiques en Côte d'Ivoire, surtout les partis dits d'opposition, vous allez voir que ces partis-là, à la vérité, ont plus lutté contre les intérêts des personnes qu'ils disaient défendre, en privilégiant en fait leurs avantages à eux. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que les partis politiques, pas tous cependant, mais certains, ne font que ce que j'appellerais la politique de l'autruche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils refusent de voir la réalité en face, ils se voilent, c'est-à-dire ils se voilent vis-à-vis de ces réalités-là pour eux-mêmes adopter leur réalité. Est-ce que Ouattara, qui est dans cette position-là, c'est quelqu'un qu'on doit accompagner? Est-ce que c'est quelqu'un dont on doit adouber, je peux dire, le 4e mandat? Vous voyez, quand il se donne la latitude d'arrêter les opposants sans autre forme de procès, leur coller des délits imaginaires en plus, est-ce que vous pensez que vous, les politiciens qui allez plébisciter Ouattara, vous êtes à l'abri? Vous pensez que le jour où il décidera de vous arrêter parce que, bon, quelque part, vous gênez son système, vous pensez que quelqu'un va l'y empêcher? En fait, en faisant cela, vous vous soumettez volontairement à la dictature et au diktat de Ouattara. Ça veut dire que vous acceptez, vous donnez le bâton pour vous faire battre. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et vous le faites en échange des strapontins. On dit non, le parti doit exister. Non, un parti n'existe pas forcément par le fait d'être dans l'administration ou par le fait d'être à l'Assemblée ou que sais-je d'autre. C'est pas ça qui qualifie l'existence d'un parti à vrai dire. Parce qu'on n'est pas dans une démocratie claire. Donc quand on n'est pas dans une démocratie, on lutte pour qu'il y ait la démocratie. Donc tu peux pas être dans un comment je vais dire ça? Tu peux pas faire partie, comme je dirais, du système en griffe et puis lutter contre ce même système. C'est comme chez nous on dit, tu peux pas être dans Magnan et puis, comment on appelle ça? Tapoter s'il vous plaît. Tu peux pas être dans Magnan et puis enlever Magnan. Vous voyez non? Donc pour moi, le véritable mal des populations, ce sont ces politiciens véreux là, voilà, qui ont décidé de troquer ou de vendre la nation ou la patrie pour des intérêts purement mesquin. Et on couvre ça pour dire non, il faut qu'on fasse la politique, faut pas qu'on pratique la politique de la chaise. Mais moi, je pose la question. On dit la politique de la chaise vide. Donc, la chaise vide est précédée du mot politique. Donc, ça veut dire que la chaise vide demeure néanmoins toujours une politique. C'est le combat qu'on veut adopter qui est important. Ce n'est pas exister pour exister qui est important. Parce que si on veut lutter contre une dictature dont tout est détenu, bien évidemment, par ce gouvernement-là, je ne pense pas que c'est en l'accompagnant qu'on va y réussir. Moi, c'est pour cela que je suis très d'accord avec la position de mon parti. Parce que demain, parce que sachez-le, j'ai compris que les gens ont décidé de se jeter dans les bras de Ouattara parce qu'ils ne croient pas que Ouattara, un jour, s'en ira. Parce qu'ils ne croient pas pouvoir venir à bout de Ouattara. Parce qu'ils se disent, c'est peine perdue, il nous emprisonne, il nous fait ceci, il nous fait cela, donc vaut mieux aller manger, vaut mieux la fermer, vaut mieux jouer le jeu de Ouattara. C'est ça que ça veut dire. C'est un aveu d'échec, d'abandon. C'est un aveu, c'est un lâchage, c'est un acte criminel. Voilà, que de ne pas se ranger du côté du peuple, mais de faire croire au peuple que c'est en allant s'associer avec Ouattara qu'on défendra mieux leur cause. C'est n'importe quoi. Voilà, si Ouattara a pu faire 2, 3, 4, sans que l'aspect parlementaire n'ait pu le faire fléchir, qu'est-ce qui prouve que c'est maintenant que ça va le faire? Qu'est-ce qui prouve que c'est en allant maintenant là, que les choses vont changer? C'est ça en réalité. Donc, comme je l'ai dit, c'est un véritable lâchage. C'est un véritable lâchage et ça prouve véritablement que il ne faut pas
il ne faut pas compter sur ces partis politiques véreux là, surtout ceux qui décident d'accompagner. Il faut pouvoir dire non quand il a lieu de dire non. Depuis plus de 60 ans ou 50 ans, les gens ont gouverné. Voilà, ils ont toujours fait partie des gouvernements, ils ont toujours. Est-ce que ça a changé quelque chose véritablement? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens ne se soucient pas, de ce que traversent les Ivoiriens. C'est ce que ça veut dire en fait. Les gens ne se soucient pas. Et donc, il faut, je dirais pas les combattre, mais il faut pouvoir situer les responsabilités. Croyez-moi, la Côte d'Ivoire ne restera pas en l'état. Donc ça, je vous le dis, la Côte d'Ivoire ne restera pas en l'état. La Côte d'Ivoire ne sera pas indéfiniment la chasse gardée d'Alassane Ouattara, quoique bénéficiant ou jouissant de soutien extérieur. Mais je dis, tout dépend de cette volonté des Ivoiriens à ne plus se laisser manipuler, à ne plus se laisser maltraiter par ces dictatures. Et moi, je tiens pour responsable ces politiciens-là qui, en fait, jamais pris fait et cause pour les malheurs du peuple. Et la démonstration plus que parfaite a été faite ou est fait par le PDCI RDA. Voilà. Et c'est un parti qui a abonné justement à marcher je veux dire, en poursuite de câble. Chaque fois que le pays a eu besoin de prendre des décisions courageuses. À chaque fois que le pays a eu besoin, à un moment donné, de se démarquer pour se mettre dans la bonne direction, eux, ils rentrent toujours à compte courant parce que ce sont des gens qui ont toujours besoin d'avoir la panse pleine. Moi, je le disais, je ne peux pas aller en lutte avec quelqu'un qui a faim. Moi, je le dis, je ne peux pas aller, c'est-à-dire que tu peux pas aller avec ton coéquipier dans une lutte où ton coéquipier a faim. Parce qu'il va justifier l'abandon de la lutte par deux choses. S'il ne mange pas, il ne va pas avoir de force pour lui. Donc, au lieu que sa préoccupation soit de lutter pour avoir gain de cause, pour qu'il puisse manger à satiété, il va pas faire cela. Il va d'abord penser à lui-même son ventre au détriment du combat. Vous voyez? Donc, il dit quoi? Gbagbo a demandé le report pour pouvoir... Bon, moi, c'est pas comme ça que j'ai compris ce que le leader a dit. Et puis, vous n'avez jamais rien compris de ce que le président dit. Hein. Voilà, vous l'avez toujours déformé. Vous avez toujours cherché, voilà, à vous des alibis pour justifier toujours vos errements, vos traîtrises à n'en point fini. Voilà, et... On vous concède ça, puisque c'est comme ça que vous êtes. Voilà. Il y a le langage politique et il y a la posture. Si vous voulez le législatif, rien ne l'y empêche. Voilà. Tu sais très bien qu'avec Ouattara, aucune négociation n'est possible. C'est Ouattara qui décide de tout. Donc quand il dit non, Gbagbo a demandé. C'est la politique que le leader fait. Et c'est pas ce que tu vois. C'est la politique que le leader fait. Parce que Ouattara, là, on ne peut le faire fléchir sur aucun point. En tout cas, si vous voulez entamer des discussions avec lui, c'est peine perdue. Donc, le gars, il fait la politique. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas... Ouf, il y a beaucoup d'éléments quand même. Non, je vais parler un peu d'abord. Donc, venir dire ici que Laurent Gbagbo a demandé le report pour participer aux législatives, c'est que tu n'as rien compris de la politique. Tu n'as absolument rien compris de la politique. Le problème qui se posait était le suivant. Quelle posture adopter vis-à-vis de ces braquages électoraux? C'est ça le vrai problème. C'est ça la question de fond. Les partis d'opposition adoptent quelle posture? Est-ce qu'ils sont dans la posture où ils reconnaissent que Ouattara a fait un coup d'État? Et donc, si tel est le cas, est-ce qu'il faut le combattre ou alors est-ce qu'il faut l'accompagner dans sa nouvelle mandature? C'est là toute la question. Donc, il fallait faire un choix. Et celui qui a été le premier à aller se jeter au pied de Ouattara, mais c'est bel et bien vous. C'est vous qui avez décidé d'abandonner, de lâcher le bateau, pensant qu'il est en train de couler. Et c'est ça, en fait, le problème. Maintenant, la question est revenue au PPAC de savoir s'il participe aux élections législatives, donc s'il décide d'accompagner le pouvoir de Ouattara. C'est ça la question. Parce que tu ne peux pas cracher sur quelque chose ou tu ne peux pas vomir et puis ravaler ton vomi. En tout cas, vous luttez pour tout sauf pour les Ivoiriens. Voilà, je parle des gens du PDCI. Vous luttez pour tout sauf pour les Ivoiriens. De toute la façon, vous avez toujours fait des choix qui ont toujours mis la Côte d'Ivoire mal. Aujourd'hui, vous vous jetez corps et âme au pied de Ouattara pour qu'il fasse un 4e mandat pépère. Alors que vous n'avez aucun moyen de pression sur lui. Vous n'avez aucune façon de le faire fléchir sur les questions les plus importantes, bien plus, vous ne pourrez même pas empêcher un 5e mandat. Donc, vous avez simplement décidé d'aller vous accoquiner, manger au moins. Voilà. Donc, en fait, c'est l'intérêt mesquin qui vous conduit. Ce n'est pas un quelconque type de combat. De toute façon, vous n'êtes pas un parti combat. Voilà, ça, on vous le reconnaît. Et moi, je suis très fier, honnêtement, de la posture que mon parti a pris. C'est ça, un parti. Il y a une démocratie en interne. On fait valoir les voix des plus majoritaires. Et puis voilà, on décide. Parce que vous pensez que Ouattara est tellement solidement assis qu'il ne va jamais vaciller. Et c'est ça qui vous trompe. C'est ça qui vous trompe. Vous pensez que là où il est, selon vous, il est indéboulonnable, indétrônable. Et que voilà, vaut mieux ne pas s'attarder dans une lutte qui, selon vous, aurait déjà échoué. Mais vous entamez un combat et puis vous présagez de l'échec de ce combat-là. Valait mieux ne jamais entrer dans le combat. Vous voyez? Mais je le dis, tout ça, ce sont des faits qui seront traités comme tels en temps voulu. Parce que ça, c'est plus qu'une trahison. J'aurais voulu même que jamais ce parti-là ne se soit mis dans une forme d'opposition quelconque. Voilà, moi j'ai toujours cru à la posture du président Bédié. Ouais. Pourquoi je le dis? Parce que le président Nkonan Bédié
Il a tout vu, il a tout. Voilà. Donc, normalement, n'ayant plus rien à perdre, sereinement, il se sera assis dans le village et puis profiter des avantages, voilà, de son partenariat ou de sa collaboration avec le RHDP. Mais vous voyez, il a décidé de prendre une posture de combat, de se départir, surtout d'affronter Ouattara. Quand vous voyez un homme âgé porter une posture de combat, sachez que ce n'est plus pour lui. Et sachez qu'il est sincère dans ce qu'il fait. Parce qu'il n'a pratiquement rien à gagner. Quelqu'un qui est au soir de sa vie, il va pas combattre. Quand vous voyez Laurent Gbagbo, là, mon cher, il a tout vu, il a tout fait. Il a été président. Son nom, là, est connu dans toute l'Afrique et même dans le monde entier. Il a fait valoir son combat. On sait désormais que c'est un combattant de la liberté. À l'âge qu'il a, après son long séjour, son long périple passé en prison, normalement, il se serait tourné vers, voilà, une retraite rapide, quoi. Mais quand vous voyez un homme de cette envergure, mais surtout de cet âge, adopter une posture de combat, comprenez que ce n'est plus pour lui. Et comprenez que c'est un combat noble. Hein. Comprenez qu'il est vrai dans ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que quand j'ai vu le président Bédié se détacher de Ouattara, malgré tous les avantages dont il pouvait bénéficier, dont il pouvait jouer, mais quand je l'ai vu quand même se détacher de Ouattara, adopter cette posture-là de lutte contre Ouattara, c'est-à-dire travailler à ce que les Ivoiriens se remettent ensemble en allant dans une alliance avec le président Laurent Gbagbo pour qu'ensemble, ils donnent un héritage aux enfants de la Côte d'Ivoire. J'ai compris que le président Henri Konan Bédié était très sincère dans ce qu'il faisait. Et je le disais, à 86 ans révolus, il n'y a plus d'avenir. Mais tu luttes pour quoi? Ou alors tu luttes pour... Ça veut dire que tu luttes pour les générations. Ça veut dire que tu veux laisser un héritage propre, sain à cette génération-là. Ça veut dire que tu n'es pas dans un faux combat. Mais quand vous voyez des gens qui viennent s'asseoir à la tête, qui apparaissent comme un cheveu sous la soupe, à la tête d'un parti, qu'on leur a gracieusement donné, mais comprenez qu'ils ne vont que s'acoquiner, ils ne vont que faire des tracts. C'est-à-dire, ils vont toujours faire des deals parce qu'ils ont encore devant eux de l'avenir. Donc, ils vont se projeter tout en méprisant le quotidien, c'est-à-dire que l'actualité présente. Parce que pour eux, ils vont se dire, bon, on a tout le temps, donc on peut encore espérer. Donc pourquoi lutter? Voilà, on est encore jeune, il y a encore du temps. Donc ça ne me coûterait rien de faire des calculs politiciens et puis espérer bénéficier des dividendes, voilà, de mes mesquineries là plus tard. C'est ça en fait à la différence. Mais vous savez, je suis rassuré d'une chose. C'est que les Ivoiriens ne sont pas dupes. Voilà. Avec tout ce que nous sommes en train de suivre, avec cette violence, répression, avec cette répression cette dictature sans visage, avec cette violence avec laquelle les Ivoiriens sont maltraités. Le RDR, là, ce qu'ils appellent combat, là, c'est quoi? Quand ils étaient dans l'opposition, ils disaient non, on mène le combat. Mais c'est quoi ils appellent combat? C'est quoi le RDR appelait combat? Le combat, c'est tuer les Ivoiriens. Quand ils disent leur combat, là, c'est quel combat? Ils ont mené quel combat politique? Hein? Ils ont mené quel combat politique? Le RDR qui est au pouvoir. C'est la mort qu'ils ont donnée aux Ivoiriens. C'est ce qu'eux, ils appellent combat. Et ils sont d'accord avec ça. Ils sont d'accord. Voilà, le PDCI, on arrête leurs plus petits... les petits communicants. On commence par les plus petits parce que eux ils pensent être épargnés. Vous voyez, c'est ce que le président Laurent Gbagbo disait. Quand une tribu A est attaquée, elle pense être à l'abri. La tribu B, bien sûr, pense être à l'abri. Donc, elle ne s'inquiète pas ou alors elle n'essaie pas d'aider la tribu A qui est en train d'être attaquée parce qu'elle pense, comme je le disais, être à l'abri. Et c'est ça en fait. Vous voyez, on arrête les gens, on les met en prison et tout. On a même certains des leurs qu'on attrape tout ça, mais ils ne se sentent pas concernés. Eux, ils disent, bon, écoutez, nous, on fait la politique. Si les gens souffrent, tant pis. Voilà, parce que ils pensent pouvoir échapper à la furia, au dictat de Ouattara, en simplement, en l'accompagnant pour un quatrième mandat. Mais les Ivoiriens ne sont pas désormais, en fait. Et nous, là, nous allons parler aux Ivoiriens pour dire, voici ceux qui sont à la cause de vos malheurs. Voici véritablement les vrais profondeurs Ivoiriens. Voici ceux qui vous lient. C'est ceux-là qui ne veulent pas de votre bien. Ils savent tout le mal et tout le tort que Ouattara vous cause. Ils savent exactement la souffrance que Ouattara vous fait endurer. Ils sont comptables, ils voient, ils sont même les témoins privilégiés parce qu'à un moment, ils ont été avec lui et tout ça. Mais vous voyez, au lieu de se dresser, au lieu de dire, va sur la télé législative, fais ce que tu veux, nous là, on va se dresser. En fait, tellement ces personnes-là ne se sont jamais préoccupées des Ivoiriens. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils ont cette facilité, soit de se mettre avec la rébellion, voilà, de dormir au Golf Hotel, d'aller avec des partis qui massacrent les Ivoiriens. Ils le font. Pourquoi? Au gré de leurs intérêts, au détriment de leur population. Ça dit que tout le bastion là, ça a été occupé par cette rébellion là, qui a passé au fil de l'épée la plupart des ressortissants ivoiriens, mais surtout ceux qui sont dans leur bastion. Mais est-ce qu'ils ont eu du mal? Ils savent que c'est le RDR qui est derrière, mais est-ce qu'ils ont eu du mal à aller former une coalition avec ces gars-là? Donc, je vais dire, c'est pas quelques Ivoiriens qui vont tomber là, ou bien quelques milliers d'Ivoiriens
avec en leur sein quelques membres du PDCI, même s'ils ne sont pas nombreux, c'est pas ça qui va leur faire quelque chose. Vous avez vu comment Ouattara a fini à Mangwa, Jacques Mangwa, vous avez vu comment Ouattara a fini avec lui, hein? Le PDCI était là. Et puis bien pire, c'est que pendant ce temps, je pense bien qu'ils étaient dans un amour même avec le RDR. Ils étaient encore dans la même coalition. Mais est-ce que ça a gêné le PDCI à travailler, comment il s'appelle, Jacques Mangwa encore, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, ce n'est pas faire de la politique qu'en allant trahir encore les Ivoiriens. Et nous là, on va le dire, parce qu'il faut qu'on puisse faire le tri en notre sein. Voilà. Parce que la bataille, là, elle va s'engager. Parce que quand tu prévois déjà d'aller faire, ou d'aller t'accoquider, ou d'aller faire reconnaître le quatrième mandat de Ouattara, alors que tu es dans une forme de lutte contre lui, ça veut dire que tu travailles au sabotage de la lutte dans laquelle tu es. Donc les gens ont travaillé à saboter ce front commun-là. Parce que du jour au lendemain, on ne peut pas aller se jeter dans les bras de Ouattara. Ça veut dire que ce sont des choses qui ont été préparées. Ce sont des éventualités qui ont été mises sur la table. Ça veut dire que le combat même dans lequel il prétendait être là, il le voyait déjà échouer. Donc quand c'est comme ça, tu ne te donnes plus les moyens pour pouvoir faire un combat là. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis, c'est vrai, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France, mais c'est d'abord nos politiciens à nous. Et ces politiciens-là, il faut qu'on les sanctionne de la manière la plus sévère possible. Très important, c'est très important parce que ils n'ont pas conscience ou ils ne prennent en compte, ils ne sont pas interpellés par les souffrances atroces que vivent les Ivoiriens. Il y a quelqu'un qui s'est mis devant le monde entier pour dire que le prix du cacao, c'est à 2800 avant les élections. Allez-y demander aux planteurs. Moi, je connais, voilà, des gens qui ont des plantations et tout ça, des grands planteurs et tout. Allez-y demander si aujourd'hui, là, on achète ce cacao-là à 2800. Vous voyez? Donc, je vais dire, on ne peut pas se faire complice de la souffrance des Ivoiriens et puis espérer bénéficier de la confiance de ces mêmes Ivoiriens. Nous, on va travailler, comme on le dit chez nous, à mettre votre dehors. Et les Ivoiriens vont de ce fait-là faire le distinguo entre les réels hommes politiques qui veulent travailler à leur défense, surtout à leur épanouissement, mais plus à leur octroyer la liberté. C'est sur ces personnes-là qui seront mis en avant. Si vous pensez que Ouattara va faire son quatrième mandat là, vous mentez. Voilà, vous mentez. Parce que si on pense avoir un idéal. Parce que quand on veut gouverner, c'est parce qu'on a un plan. On veut gouverner pour le bonheur de ses concitoyens. C'est pas vous comprenez. Mais pour pouvoir gouverner ou pour pouvoir créer cette forme d'alternance, il faut que les conditions soient réunies. En ce moment, les conditions ne sont pas réunies. Voilà. Et moi, je pense que en se définissant pour ne pas aller aux élections législatives, le PPACI démontre à l'ensemble de la population ivoirienne qu'elle est d'abord soucieuse du devenir de ce peuple-là, mais qu'elle continue dans sa lutte contre Alassane Ouattara. C'est ça qui est important. Et cette lutte-là va forcément payer parce qu'un pouvoir n'est jamais de la vie. Voilà. Et puis personne ne peut présager de ce qui va arriver demain. Mais avant que ce qu'on espère là arrive, il faut qu'on sache qui sont ceux qui ont pris le parti des populations, qui sont ceux qui n'ont pas trahi cette confiance que les populations leur ont donnée. C'est ça en fait. Parce que vous voyez, on ne peut pas se réjouir, on ne peut pas rester les bras croisés quand les Ivoiriens sont traqués, sont arrêtés. Vous avez vu, ils ont fait passer les photos de Picasso. Je ne sais pas si elles sont réelles ou pas. Tout compte fait, il est arrêté. On ne peut pas se réjouir de cela. Mais vous voyez, le RDR se réjouit de la traque qu'ils font aux Ivoiriens. Et ça, ça doit nous interpeller d'une façon ou d'une autre. Donc, tous ceux qui vont justifier le fait qu'à l'heure législative, c'est apporter une réponse aux attentes des Ivoiriens ou alors c'est mettre à mal le pouvoir de Ouattara, sachez qu'ils ne sont rien d'autre que des collabos. Voilà. Façon Ouattara est un vassal. Façon Ouattara est utilisé aujourd'hui, vous le savez, par la France et les autres puissances occidentales pour continuer de traire la Côte d'Ivoire comme une vache qui est pratiquement n'a plus de lait. Comprenez que ceux qui vont aujourd'hui aux élections sont des collabos. Au même titre que Ouattara, ce sont des valets locaux. N'essayez même pas de les écouter ou de... Ne pensez même pas, quelles que soient comment on appelle ça, les raisons qu'ils vont vous donner, ces raisons-là ne tiennent pas, tout simplement. Parce qu'ils n'ont aucun moyen de faire fléchir Ouattara. Aucun. La seule chose qui les préoccupe, c'est la raison du ventre. Les gens ont faim, c'est tout. Mais moi, je dis, quand on a faim, on ne fait pas la politique, il faut aller mieux faire les affaires. Parce qu'on ne peut pas jouer avec la vie des Ivoiriens en ce moment. Vous avez vu cette descente qui s'est passée à Dabou aujourd'hui dans le village de Yassa. Les images sont atroces. Je les aurais mises ici, mais je pense que TikTok ne permet pas un certain nombre d'images assez fortes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont agir en toute impunité et ils vont régler leurs comptes. Et Gandia Camara, l'analphabète la plus importante du gouvernement de Ouattara, l'a dit clairement. Vous savez que depuis 2011, Ouattara ne fait que se venger des Ivoiriens. Parce que depuis 2011,
il y a des Ivoiriens en prison. Voilà. Il n'a jamais créé un cadre d'apaisement et de réconciliation. Parce qu'il veut maintenir cette forme de pression et de peur constante là. Et ça, c'est de la pure vengeance. Quand on arrête des Ivoiriens en train de juste se plaindre de leurs conditions de vie, en train de dire au gouvernement ce qu'ils ne veulent plus voir se faire, et on les jette en prison, vous comprenez que c'est de la vengeance pure et simple. Voilà. Donc, quelqu'un qui se venge des Ivoiriens depuis plus de 15 ans, aujourd'hui, ça fait pratiquement, il va entamer son, si on le lui permet, parce que moi, je crois qu'il ne fera pas ce quatrième mandat-là, nous, on sait. Comprenez que ceux qui vont l'accompagner dans ces législatives-là sont des collabos. Donc, normalement, le même bâton qui va frapper Ouattara, mais c'est normal, va aussi frapper ceux qui ont décidé de marcher avec lui. Voilà. Ça dit qu'on ne peut pas trahir à chaque fois cette forme de politique qui veut que les Ivoiriens puissent se libérer là. Puis vous venez à chaque fois trahir ça là. Je pense qu'à un moment donné, ça sera de trop. Et ceux qui vont vous sanctionner, ce sont les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens. Nous, on maintient toujours notre posture. Notre posture selon laquelle on va redéfinir notre axe de combat. Et surtout dire aux Ivoiriens de ne même pas se décourager, de ne même pas penser que tout est fini, de ne même pas croire, même si les faits montrent le contraire, qu'Alassane Ouattara c'est un dieu qui s'éternisera à la tête de la Côte d'Ivoire à perpétuité pour des siècles et des siècles, de ne même pas croire que le RDR, malgré cette forme apparente qu'il essaie de faire voir, de penser que c'est un parti moribond, mais qui va s'écrouler de la manière la plus honteuse possible. Voilà. Donc, moi, honnêtement, je suis très conscient. Parce que les actes qu'on pose aujourd'hui en politique sont des actes qui, d'une façon ou d'une autre, vont nous rattraper. Qu'on le veuille ou pas. Ah, qui l'a fait descendre. Maintenant, je vais me forcer de faire les panels dans les directs dans la journée. J'ai trouvé du temps maintenant. Parce que je sais que les soirs, on est très fatigué. Oh, Dapou. Attends, t'as fait ta demande? Ok. Donc, je suis en train de dire aux Ivoiriens, bah, vous découragez surtout pas. Vous découragez surtout pas. Vous savez, il y a peut-être des gens qui ont les velléités d'aller compétir. Nous leur disons la chose suivante. Ça, je vais faire un panel à la journée pour leur dire ça. Si vous voulez aller aux législatives, enlevez, comme je le disais tantôt, enlevez la robe du PPACI. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes au sein du PPACI et puis vous voulez aller compétir aux législatives, il faut déposer la soutane du PPACI puis aller vous présenter. Comme ça, vous serez sur la liste des collabos. Et quand le moment sera venu de traiter le collabo, vous serez traité comme tel. Voilà, vous n'allez pas avancer camouflé ou bien vous n'allez pas avancer sous la coupole ou bien sous la cape du PPACI. C'est pas possible. Le PPACI a donné une posture claire et un communiqué qui est là pour dire que ces législatives-là, nous n'allons pas y participer. Les gens pensent que Ouattara avait 4 ans. Les gens pensent que le pouvoir de Ouattara s'est éternisé. Donc, ils abandonnent. Ils ont décidé de trahir tout simplement. Et nous font croire que eux, ils peuvent avoir la majorité à l'Assemblée. De qui se moque-t-on ou de qui on se fout? Les partis politiques, là, ils n'ont plus de représentants à CEI. Quel est le moyen de contrôle que vous avez pour vous assurer que les résultats seront des résultats crédibles, consensuels et seront les vrais résultats? Vous n'avez absolument aucun moyen de pouvoir contrôler cela, d'autant plus que vous avez retiré vos représentants de la CEI. Donc, quelle est cette magie? Dites-nous, expliquez-nous. Et même si vous êtes majoritaire à l'Assemblée, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Parce que j'entends dire, on va avoir la majorité. Tu as la majorité sur quoi? Et même si la majorité, tu vas faire quoi? On est dans un régime pas présidentiel, présidentialiste. Tout est concentré dans les mains du président de la République qui décide de tout comme il veut, quand il veut. Donc, à quel moment même il vous donne la majorité à l'Assemblée? Ça vous fait quoi? Il y gagne quoi? Quelqu'un qui n'a pas honte de se confronter à KKB pour remporter 98% des voix. Tant il veut montrer qu'il est majoritaire, c'est à vous autres là qui va donner la majorité au Parlement. Pour faire quoi? Pour que vous l'emmerdez. Vous pensez que où il est, il a besoin d'être emmerdé. S'il ne voulait pas être emmerdé, il allait laisser tout le monde compétir. C'est parce qu'il ne veut pas être emmerdé qu'il se trace un boulevard. Et ce boulevard-là passe par l'extermination et l'exclusion des Ivoiriens dans leur ensemble. Donc, il ne fera pas se jouer les démocrates pour dire non. Moi, Ouattara s'en fout qu'on pense qu'il soit démocrate ou pas. S'il avait honte là, est-ce que quand il a dit devant tout le monde qu'il allait faire un 5e mandat là, il allait vraiment faire ce 5e mandat là? Moi, je vous pose la question. Donc, il s'en fout de ce qu'on peut bien penser de lui. Il s'en fout. Ouattara, il est dans une mission bien précise. Il est à la tête de la Côte d'Ivoire. Il vole comme il veut. Il vole la satiété. Il vole. Il se serve. Quelqu'un qui mange 347 milliards de fonds de souveraineté. Ça montre toute la boulimie qu'il a du pouvoir. Ça montre comment il gouverne la Côte d'Ivoire. Un être humain ne peut pas se donner un fonds de souveraineté de 347 milliards. C'est pas possible. Là, cet argent-là, vous savez ce que ça peut faire dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Vous savez les projets que ça peut... Vous savez les problèmes que ça peut résoudre? 347 milliards par an, ça fait depuis 2011, comptez. Donc, quelqu'un qui se sert comme ça. Et ça, c'est ce qui se réserve à lui. Est-ce que vous savez tout ce qu'il pompe? Parce que ceux qui volent, là. Qui vous avez vu être arrêté ou inquiété, jeté en prison? Qui Ouattara a arrêté? C'est qui est passé devant une cour de justice pour détournement ou alors pour, je sais pas moi. Personne. Pourquoi?
Mais parce que c'est lui qui les envoie. Si c'est moi, il t'envoie, pourquoi il te met en prison? Quand les gens détournent 100 milliards, au fait, 500 milliards, café cacao, combien de milliards par-ci, par-là, là. Vous pensez que un personnage qui est à la tête d'une institution publique peut voler l'argent comme ça et puis rien. Et puis, il n'est pas inquiété. Non, vous aussi. Parce qu'il fait partie de ce cartel-là. Voilà, c'est lui l'acteur principal du vol, c'est tout. Sinon, ils ont leur conglomérat. Et puis, c'est lui, on envoie en mission. On les met à la tête des régies, là. Et puis, les gens volent comme pas possible. C'est ça qui se passe. Toute cette dette-là, qui nous disent, c'est l'entrée où on leur pose la question. Voilà, on a découvert des dettes cachées de près de 7 milliards de dollars. Et c'est le FMI qui a relevé ces dettes-là pour le Sénégal. Qu'est-ce qu'on va découvrir pour la Côte d'Ivoire? Donc, voici des gens, quelqu'un qui mange 357 milliards, alors qu'on a juste besoin de 143 milliards pour, selon eux, combler le gap en termes de déficit de production pour l'électricité. C'est pour ça qu'on a augmenté l'électricité. Il y a un déficit de 147 milliards. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas 147 milliards. Alors qu'un seul individu mange 347 milliards par année, ils s'en foutent de ce que vous vivez. Ils n'en ont cul. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est de créer juste des miroirs de développement qu'ils appellent. Parce que les infrastructures, c'est pas le développement. Si l'élément clé pour jauger ou pour juger le développement d'un pays, c'est l'IDH, qui ne prend pas en compte les infrastructures, parce que c'est l'indice de développement humain. Le développement, c'est d'abord l'homme, c'est d'abord le social, c'est d'abord la dignité humaine. Est-ce que tu arrives à te soigner? Est-ce que tu arrives à être éduqué? Est-ce que tu as de l'emploi? Est-ce que tu as une espérance de vie acceptable? C'est ça le développement. Quand ça c'est rempli, le reste là, ce n'est qu'une suite logique. C'est parce que tu as suffisamment à manger que tu peux penser à construire une deuxième maison. Mais toi, tu n'as pas à manger et puis tu as déjà construit une maison. Donc la maison à zéro. Voici en fait. C'est pour ça qu'on dit que l'huile noire versée sur la route là, c'est pas ça le développement. Voilà. Et puis quelle est l'ingéniosité dont ils ont fait preuve à la vérité? C'est parce que l'heure n'est plus à cela, mais on allait définir la cartographie du Grand Abidjan, quels étaient les projets qui avaient déjà été mis en place et tout ça. Et qu'on le dit, c'est pas mentir. La Y4, c'est un projet depuis les années 1970, c'est pas un projet récent. Le 3e, 4e siècle et tout ça. Ne nous faites pas croire que c'est eux qui en sont les initiateurs, c'est faux. Ils n'en sont ni les initiateurs, ni les concepteurs, encore moins ceux qui ont travaillé à tous les financements. Vous voyez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut plus rouler normalement. À chaque combien de kilomètres vous avez un péage, c'est pas normal. Est-ce que vous savez que les impôts que vous payez là servent justement à construire ces routes et à les entretenir? Est-ce que vous savez que sur le prix du carburant que vous payez à la station, il y a des taxes pour ça, à cet effet? Si l'argent des Ivoiriens ne sert plus à créer des infrastructures routières là, donc là, les impôts là vont où? Les impôts vont tout simplement au service de la dette. Cette dette dont ils se servent, tous les immeubles, vous voyez, à Abidjan, là, les immeubles de 7 milliards, 8 milliards, là. Et puis on met les Libanais, des 20 c'est pour les Libanais, là. Vous êtes sûr de ça? Vous pensez réellement? Les gens ont trop pillé la Côte d'Ivoire. Et on va aujourd'hui s'acoquiner avec eux pour leur donner sur un plateau d'or un 4e mandat pour dire voler encore davantage. Est-ce qu'on se soucie même d'abord de la pression que cette dette qui est là, est-ce qu'on se soucie de la pression qu'elle va avoir sur le revenu et sur le quotidien des Ivoiriens? C'est ça en fait. C'est ça qu'il faut regarder. Quand ils viennent au pouvoir, ils disent que les Ivoiriens ont du mal à se loger. Ils prévoient de faire 150 000 logements. Sur combien d'années là? Même 10 000 n'ont pas réalisé. Donc on a du mal à se loger. Et puis le défi majeur de la décentralisation qui allait désengorger Abidjan, donc ouvrir d'autres pôles économiques afin de diversifier l'ouverture, pour qu'on puisse résorber le problème du chômage. Ça en est où? Tout est congestionné. À Abidjan, c'est difficile. Alors que là où l'offre est petite et la demande est forte, mais les prix s'envolent. Donc, normalement, les gens auraient pu d'abord travailler à ça, au décongestionnement d'Abidjan. Les gens disent, Draman dit là, il a étudié les cas d'Abuja, Brasilia et tout ça. Mais pourquoi il ne les reproduit pas? Parce que ça coûte cher ou bien parce que c'est irréalisable? Non, parce que l'argent commis à cet effet-là sont détournés pour acheter des rues tout entières à Paris. Les gens ont fait l'état de leurs biens ici. Ils ont des quartiers entiers à Paris. Tous les ministres que vous voyez là, ils ont des quartiers, ils ont des maisons chics dans les grands pays et tout ça. Ça coûte des milliards, c'est pas 2 francs. Ou bien c'est pas rien. En plus, ils ont ce train de vie là, mais qui est hallucinant. Un gouvernement pléthorique. On a plus de combien de ministres? 50 ou 40 ministres. On a les ministres gouverneurs. On a le représentant du haut représentant du chef de l'État. On a le Sénat qui est le... Bon, c'est quoi tout ça? C'est du gaspillage, c'est de la gabégie. Mais qui paye le pot cassé? Parce que tous ces financements-là, ça sort de vous, vos poches. Donc, le PDCI ne peut pas voir ça. Il peut courir pour aller se jeter dans les bras de Ouattara pour dire faire un 4e mandat. Faut corser encore. Faut durcir encore la vie des Ivoiriens. Faut les faire cravacher. Si c'était seulement sur le plan économique qu'on nous fatiguait, même j'allais comprendre. Mais ce n'est même pas seulement ça. On n'a plus de justice. On arrête tout le monde. Ça dit que tu souffres, mais tu ne peux pas parler. Je parle avec ma mère aujourd'hui. Non, je laisse ça c'est trop ma vie. Mais je veux dire, je parle avec des gens.
Quand tu parles au téléphone, il faut pas dire ça, faut pas dire ça. Ouais, à quel point nous en sommes? Tu es dans un pays, hein, mais quand quelqu'un veut te parler de la situation en Côte d'Ivoire, non, non, il faut pas dire ça, faut pas dire ça. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça le traumatisme. Donc, non content de nous appauvrir, de nous voler, de détruire tout ce qu'on a, du peu qu'on a là, non seulement d'émietter ça, on ne peut plus parler. Tu as peur, tu es obligé de manger ton totem. Manger. Ça me fait mal au cœur. Tu ne peux pas parler. Même au téléphone, où tu es chez toi enfermé dans ta chambre, tu ne peux pas dire des choses parce que tu as peur. C'est dans ça là que vous voulez que les Ivoiriens fassent encore 5 ans. Est-ce que vous savez dans quoi Ouattara va vous conduire? Est-ce que vous savez que la répression là, ça va monter mais d'une puissance même inimaginable? Parce que le rêve de Ouattara, c'est qu'il n'y a aucune opposition. C'est ça en fait que vous n'avez pas compris. Si il se donne tout ce mal à casser l'opposition, à museler les Ivoiriens, à empêcher toute velléité de manifestation, c'est parce qu'il ne veut pas être gêné. Donc, ce mandat que vous essayez de lui donner là, ça sera le mandat le plus répressif. Tout ce qui s'est passé là, vous avez vu les gens parler? L'Union européenne qui s'est gosiée autant de Laurent Gbagbo, qui l'ouvrait à chaque fois. Toutes les organisations non gouvernementales qui étaient prêtes à taper sur Laurent Gbagbo. La France. Ceci, cela, les droits de l'homme, Human Rights Watch, que sais-je encore, on a connu une pléiade d'organisations non gouvernementales, Human Rights Watch, enfants maltraités, tout ce que vous voulez. Dès que l'on Gbagbo tous, partout on respire pas, les médias, partout, non, c'est dictateur, machin. Ouattara tue à ciel ouvert, il arrête des gens, il les maltraite, il les torture, ces gens-là meurent et tout ça, en pleine violation de leurs droits et tout ça, vous avez déjà vu les gens parler? Voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que s'il veut assurer sa pérennité de son clan, il faut qu'il coupe toute forme de résistance. Donc les opposants, là, vous qui mangez à lui, là, vous allez souffrir le martyre. Voilà. Il n'a pas besoin qu'on dise de lui que c'est un démocrate. Il s'en fout. Et il a montré. Quand tu sors 44 000 militaires dans tout le pays pour réprimer les gens, c'est quoi qui peut t'empêcher de réagir si jamais ton pouvoir est menacé? Donc voici ce que le PDCI souhaite aux Ivoiriens en allant plébisciter, garantir, onctionner le soi-disant 4e mandat d'Alassane Ouattara. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. C'est comme ça qu'il faut analyser ça. C'est pas si vous comprenez. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Faut pas voir ça simplement, non. Et nous, moi je vais communiquer dessus. Il fait nuit, non? Ou bien il fait jour quelque part là-bas, mais demain, on va faire des panels dessus. Et on va dire pourquoi le PPACI, pour le moment, ne se joint pas à cette mascarade. Il faut être cohérent. Devant l'histoire, il faut pouvoir être droit. Quand l'histoire va t'interroger, là, il faut que tu aies raison. Vous comprenez? C'est parce que les gens ont décidé d'abandonner les Ivoiriens à leur propre sort, pensant que Ouattara est éternel, puissant et déboulonnable, et surtout parce qu'ils pensent à leurs intérêts qu'ils jouent à ce jeu-là. Mais ils seront surpris. Ah oui, ils seront surpris. Parce que, en définitive, tout pouvoir qui fonctionne par la dictature, d'un moment à l'autre, finit par s'effriter. Voilà. Allez consulter l'histoire, voilà, de ceux qui se sont érigés comme de grands dictateurs, vous allez voir. Donc, ce calme, cette sérénité apparente, dont ils essaient de faire preuve, parce qu'ils ont l'impression d'avoir tout maîtrisé. Et faut même pas que ça vous trouble. Non. La justesse d'un combat, là, quand il est noble, surtout quand vous menez un combat dans la vérité, vous avez la victoire, peu importe le temps. Vous avez vu l'ANC? Peu importe le temps, il finit par avoir raison, d'une façon ou d'une autre. Pour dire qu'on n'a pas besoin d'aller faire acte de présence pour avoir des miettes pour combattre Ouattara. Tu pourras jamais combattre Ouattara par la politique, de façon, parce qu'il n'entend pas cela. Il n'y a que par des manifestations. Il n'y a que par cette protestation à grande échelle. Il n'y a que pas une prise de conscience collective. C'est ça qui vient en bout des dictateurs. Les chars que vous voyez là, pensez que ça peut tuer toute la Côte d'Ivoire ou ça peut tuer tous les habitants, ne serait-ce que d'Abidjan seulement. Vous voulez encore que les gens viennent chez vous à minuit, vous enlever. Vous voulez encore que les gens viennent vous enlever, vous. Maintenant là, quand on vient là, on t'enlève plus toi seul. Bien sûr, on ne trouve pas là. On prend ta femme, tes enfants en garant. Oh non. Ça dit qu'on vient, si on ne te trouve pas, on prend ta femme, on prend ton fils, on prend tes cousins. On va bien les bastonner. Quand tu entends ça, même si tu es dans un trou d'erreur, tu as sorti. C'est 5 ans de ça, vous voulez vivre encore. La répression sera sanglante. Parce que Ouattara va vouloir poser sa dynastie. Donc, les Ivoiriens là seront martyrisés, seront châtiés. Il y a leur vengeance qu'ils préparent. Et l'analphabète Kandia là, elle est venue vous dire ça. Que vous allez voir ce qu'il va vous montrer. Vous les voyez, non? Ils sont très contents de tout ce qui se passe. Ils se réjouissent. Et c'est à ça là que le PDCI va donner sa voix. Il dit quoi, ça va pas arriver. Mais est-ce que c'est une question de ça va pas arriver? Tu vois pas déjà ce qui se passe? Ce qui se passe là, ça augure de ce qui se fera. Toi, tu peux mettre 800 personnes en prison. T'as déjà vu ça dans un pays? On prend 800 personnes, boum, puis on les jette en prison. T'as déjà vu ça? On les condamne. T'as déjà vu ça? Mais Ouattara fait ça, non? Tu as déjà vu? On tire dans le dos d'une femme enceinte. Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui à Dabou, dans le village de Yassab? C'est parce que je ne peux pas montrer les images. Des gendarmes qui descendent d'un village, ils tirent sur des populations ouvertement. On les massacre, on les frappe. Toi, tu sais,
la liste qu'ils ont prévue, tu sais, dans leur programme, ce qu'ils ont prévu faire, oh, ça va pas arriver. Ça, c'est un PDCI, je suis sûr et certain. Donc, moi, je suis très content de la posture adoptée par mon parti. Les grandes stratégies vont se faire, vont se dire, on a remis la marche. Ne vous embrouillez pas. Il faut aller de façon posée. Laurent Gbagbo, elle m'a dit, allons doucement parce que nous sommes pressés. Ce ne sont pas les gens qui sont des rebelles. Toi, tu penses, les gens qui tuent les Ivoiriens là, c'est des gendarmes, hein? Ils appellent Segodogo là. Le gars des Bonois qui a tué le jeune là. Il s'appelle Segodogo. Il a porté habit des gendarmes. On t'a dit c'est un gendarme. C'est des rebelles. Voilà. Donc moi je les appelle pas gendarmes. Voilà. Ceux qui tuent, tu les vois là. Voilà. C'est des gens de la rébellion. Qui n'ont aucun niveau. Aucune formation. Rien. C'est eux qu'on met pour s'acharner sur le peuple ivoirien. Donc faut pas me dire que ce sont des gendarmes. Les gendarmes font pas ça. Je sais pas si tu comprends. Les gendarmes, ils se mettent toujours du côté du peuple. Ils se mettent toujours du côté de la libération, de la résistance. Pour patria, pour léguer. Pour la patrie, pour la loi. Les gendarmes, quand tu vois Apalo là. Apalo, c'est un gendarme. Hein? Apalo, c'est pas un gendarme. Ouais, Fabien, non, on dit la même chose. On dit la même chose. On dit la même chose. Fabien Cœur, on dit la même chose. Apalo, c'est pas un gendarme, c'est un rebelle. Voilà. Parce que quand ses amis rebelles sont venus là, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a combattus. Normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Quand les rebelles sont dessus dans la loi, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait leur donner JT couvert, il devait les aider ou il devait les combattre. Si tant est que c'était un gendarme, les vrais gendarmes se sont distingués par quoi? Par cette opposition farouche qu'ils ont opposée à la rébellion. Quand ils ont arrivé à Daloa, là, à Palo avec quoi? C'est pas moi qui l'ai dit. Et puis ce qui me plaît, il y a tellement de preuves à charge contre ces gars-là. Je suis trop content. Apalo, lui, il sait sa destination. Il le lui a dit. Voilà, il le lui a dit. On dit mon nom est quelque part. Non, ceux-là, c'est des comédiens. Hein. C'est mon nom seulement. Prenez mon âme aussi. Vous allez tomber comme un fruit pourri. C'est même pas loin. Apalo, c'est pas un gendarme, c'est un rebelle. Il sera traité comme tel. Quand les rebelles qui n'aiment pas l'armée de Côte d'Ivoire, faut pas oublier ça. La rébellion, là, qui n'est pas l'armée de Côte d'Ivoire. Un individu peut-il se permettre d'avoir une armée parallèle à l'armée régalienne? On a vu ça en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont descendus du nord pour venir à Abidjan, là, c'était au nom de qui? C'était les troupes de qui? Ils répondaient aux ordres de qui? Et quand ils descendaient là, c'était pour combattre qui? Pour l'avantage de qui? Donc, quand les rebelles viennent à Daloa là, à Palou qui est le responsable de l'école de gendarmerie, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a ouvert la porte. Il a livré les jeunes gendarmes là, qui ont été déjà. Il n'a pas fait que ça. Il a remis à ces rebelles là des armes. Donc, un gars comme ça, on peut dire que c'est un gendarme. Est-ce que c'est un gendarme? Question. À 500 €. C'est pas un gendarme, frère. C'est un rebelle. Et c'est pour ça qu'il peut dire, celui qui sort dans la rue, je le dis. Il a dit ça. N'écoutez pas ce que vous mènent dans la rue, parce qu'il vous mène à la mort. Depuis quand exercer un droit constitutionnel là, c'est fait face à la mort? Les gens protestent partout. En France là, ici même partout dans tous les pays là. Vous avez vu? C'est la mort, ils vont trouver dans la rue. Donc il n'y a que des rebelles qui peuvent dire ça. Donc ne dites pas que c'est la gendarmerie, c'est pas la gendarmerie. Et on les connaît. On les connaît. Les chefs d'unité et tout ça qui font descendre ces rebelles habillés en tenue de gendarmes. Pour nous, déjà là, on les connaît. Et c'est à ceux-là on veut donner encore 5 ans. C'est à ceux-là que les partis comme le PDC et autres là. Ça, c'est le vrai fond. Parce que quand Ouattara fait 5 ans là, ça vous fait quoi? C'est pour maintenir les mêmes Apalo qui tuent le peuple là. C'est pour maintenir les mêmes Kone Brahman. Voilà. Kone Brahman, le soi-disant procureur qui ne sait ni s'exprimer, ni se tenir là. C'est encore ceux-là qui vont être à la tête de la justice de Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui peuvent arrêter quelqu'un pour le délit qu'il va commettre. Je ne sais pas si vous savez ça. Eux, ils arrêtent les gens, pas sur la base d'un délit, hein, mais ils arrêtent les gens pour le délit pour un futur délit. C'est encore du voit ça. Donc, on donne encore 5 ans à ces gens-là d'utiliser la justice pour nous réprimer, pour faire des lois bizarres ou juste un commentaire anodin peut vous voir là 3 ans de prison. C'est à ça qu'on va s'associer. Où le rattrapage ethnique est endémique, est ambiant. On a vu des listes ici, des soi-disant admis à des concours dans la fonction publique, à des corps de métier, à des corps de police et tout ça. Il n'y a que les patronymes du Nord, ceux qui disaient lutter contre cette forme de gouvernance-là. Eux, ils sont venus consacrer ça même. Ça veut dire eux-mêmes là, c'est bizarre. Tout ce dont ils ont soi-disant lutté là, ils sont venus faire pire. Donc, c'est avec ces gens-là, on va encore aller s'associer, on va leur donner un 4e mandat sur un plateau d'or. Et puis, on va faire quoi aux Ivoiriens? On va venir leur dire non, c'est pour lutter contre lui. Vous serez sanctionnés de la même façon dont Ouattara sera sanctionné. Parce que les politiciens, là, c'est le dernier carrefour. Parce que la politique en Côte d'Ivoire, après ce changement de pouvoir-là, va connaître clairement une nouvelle classe émergente de politiciens beaucoup plus, voilà, je veux dire, investis des préoccupations du peuple. C'est-à-dire que des politiciens qui ne vont pas faire la politique du ventre. C'est vers ça qu'on va. Donc, le peuple ivoirien qui est martyrisé. J'ai demandé ici, quelqu'un pourrait faire le bilan de 2002 à 2010 des Ivoiriens qui sont morts. Pourquoi on ne peut pas faire ce bilan-là? Pourquoi on ne peut pas? Tout le monde, crise post-électorale. Mais avant crise post-électorale, il y avait une crise qui était là. Il y avait une crise ou pas? Pourquoi on n'en parle pas? C'est la question.
l'auteur de tout ça là, il est assis à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a prévu faire des enquêtes pour auditer. Parce qu'il faut qu'on sache, est-ce qu'il a fait cela? Non. Mais on court se jeter dans ses bras pour lui dire, va encore massacrer les peuples de Nayo. C'est ce qui va se passer encore. Ne pensez pas que c'est fini, hein. Parce qu'à chaque fois qu'il y a les élections, vous savez les troupes qui s'en suivent et tout ça. Des gens qui meurent, qui tombent. Voilà. Des RDR qui s'attaquent à des populations civiles innocentes. Ils vont faire leur soi-disant législative. Donc, sachez que des gens vont... Qu'est-ce qui vaut la descente des rebelles de la gendarmerie à Benoît? Pardon, à chose, à Yassap, à truc là, à Dabou, aujourd'hui là. Qui peut me dire pourquoi ça s'est fait? Donc ça va se faire. Pourquoi ça se fait pas au nord? Pourquoi les assassinats là, des populations, des villages, des gens habitant dans les villages, dans les communautés et tout ça là? Pourquoi ces assassinats là n'ont pas lieu, hein, au nord là-bas? Pourquoi c'est nous toujours qui devons en payer le prix? Les gens ne voient pas ça ou quoi? Ou bien ils feignent de ne pas voir. Tous ceux qu'on a arrêtés pour les jeter en prison, là, il y a combien de nordistes dedans? Cette politique ségrégationniste là, elle va se durcir. Donc quand on va dire à Ouattara, tu peux faire un quatrième mandat, c'est de tout ça qu'on sera complice. Donc pourquoi vous pouvez être complice de telles atrocités et puis pensez que ça va passer crème? Question, ça va pas passer crème. Ben, on va pas vous laisser même. Parce que vous avez abandonné, vous avez trahi, c'est du lâchage. Vous avez donné dos à la souffrance des Ivoiriens. Vous savez que vous les avez regardés en train de souffrir, en train de vous tendre la main, en train de crier à l'aide, et puis vous donner dos. Donc c'est le lieu pour moi ici d'interpeller nos frères. Les gars, on va laisser les politiciens faire la politique. Notre destin là, c'est à nous. C'est à nous de nous battre pour ça. C'est comme si quelqu'un vient te frapper et puis tu attends que quelqu'un quitte la rue pour venir te défendre. Non, il faut te défendre toi-même. On ne peut pas sous-traiter notre lutte. On ne peut pas mettre le poids de la lutte, de notre libération sur le dos d'un octogénaire. Possible. L'octogénaire là, il a lutté. Il nous a montré comment on fait. Donc, c'est à nous de prendre le relais. Parce qu'un peuple qui se tait est complice de sa propre servitude. Quand tu te tais, tu ne parles pas, on te frappe là. Ça veut dire que tu es d'accord. Tu ne peux pas faire savoir à ton geôlier ou à ton bourreau que ce qu'il fait là, tu n'en peux plus, tu ne supportes plus, mais tu te tais. Donc quand tu te tais, lui il comprend ça comme si tu es d'accord avec ce qu'il te fait subir comme souffrance. Donc si on se tait là, parce qu'on a soi-disant peur là, mais c'est comme si on disait à Ouattara, mais frappe-nous 4 fois plus, vole-nous 500 plus, 500 fois plus, rends-nous pauvres, mais de la façon la plus cruelle possible. C'est ce que ça veut dire. Oubliez un peu les partis, oublions un peu les partis politiques. Je veux dire, ceux qui sont dans une autre forme de lutte là, ceux qui disent qu'il faut s'asseoir et Ouattara pour lutter lui là, faut oublier. Maintenant, s'il y a des partis politiques tels que le PPACI qui décident pas embrasser cette mascarade, et puis vous voyez qu'ils sont dans une forme de lutte, faut pas avoir peur. Ouattara là, son pouvoir là, ça va tomber. Qui vous a dit que c'est éternel? Vous n'avez plus foi en la Côte d'Ivoire. Non, on peut pas faire ça à la Côte d'Ivoire. On peut pas abandonner notre pays. On n'a pas le droit de faire ça. On peut pas abandonner nos enfants. Nos enfants, mais c'est eux qui vont payer pour tout ça. Les Blancs, ils se sont sacrifiés, leurs aïeux se sont sacrifiés. Hein. C'est ça, on est dans le pays, on est content, on a tout. Mais allez lire leur histoire. Les gens ont payé le prix le plus fort. Ah oui, parce qu'à chaque génération son combat. Et la génération de la libération, de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, c'est à notre génération qui ça appartient. On peut pas léguer ça à nos enfants. C'est pas possible, c'est pas à eux, c'est pas eux qui ont créé ça. C'est venu s'opposer à nous maintenant. Donc on peut pas se défiler vis-à-vis de cette grande responsabilité devant l'histoire, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc une fois que comment on appelle ça, les postures sont situés, on sait qui fait quoi, on sait qui est dans quoi. Ouattara est venu un jour, non? C'est comme ça qu'un jour il va partir. Mais vous avez vu comment est-ce que il gère les affaires courantes. Vous avez vu comment il nous traite. Il nous appelle à nous révolter. Il nous met face à notre responsabilité. Ouais, je le répète, un peuple qui se tait, c'est un peuple qui cautionne sa propre servitude. Quand vous voyez les Picasso aujourd'hui, en train de se faire torturer, je ne crois en aucune photo qu'ils ont montrée. Hein. Aucune des photos n'est vraie. Ouais, moi, je ne crois pas en cela. Parce que vous savez comment est-ce que les gens étaient à ça tous et on sait comment ils traitent. Si les cartons noirs, on leur a enlevé la peau sur les lèvres, sur la bouche et tout ça, sur les épipas de Diabson, on les a défigurés. C'est les Picasso là, on va caresser. Moi, je crois pas à ces photos-là. Parce que eux, ce sont des tortionnaires. Ils laissent des séquelles. Picasso, un peu sa chance, c'est que bon, il jouit de cette forte notoriété-là. Donc, peut-être les gens ont eu peur de lui ôter la vie. Qu'est-ce qu'on sait qu'ils vont faire d'eux? C'est ça, en fait. Donc, quand des camarades de lutte n'abandonnent pas le combat, c'est pas à nous de les abandonner. On dit non, on a peur d'aller en prison. Mais la prison, là, forcément, on va en sortir. Parce qu'on n'est pas là-bas pour des vraies raisons et pour de bonnes raisons. On a arrêté des leaders. Rappelez-vous, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a des politiciens qui sont arrêtés, qui ont été mis en prison. Mais tôt ou tard, ils sont sortis. Et ils n'ont pas fait 20 ans, 30 ans, ou que sais-je. Mais parce qu'il y a eu derrière cette forte pression-là
Donc si nous ne faisons pas cette pression-là, je pense qu'on est mal parti, quoi. Faut pas se laisser battre, faut pas donner la verge à Ouattara. Mais il va s'en servir, hein, parce que vous n'avez pas idée de ce qui va tomber sur vous, sur les Ivoiriens. Non, il y aura... Vous voyez ce qui se passe en Corée du Nord? Ne riez pas, hein, parce que quand Mamadou Ben Soumao disait que Ouattara est capable de faire voler les avions pour nous bombarder là, toute l'Assemblée a ri. Qui se rappelle de ça? Le discours de Mamadou Ben Soumao. Il a dit que Ouattara va nous tuer, va envoyer des bombes, va nous larguer ça. Les gens ont ri, non? On dit, oh, pas jusqu'à là quand même. Non, faut pas abuser. Comment ça, des bombes? Non. On est dans notre petit politique ici, là. Il va aller soulever bombe pour venir jeter ça sur nous. Non, le vieux, toi aussi. Tu exagères. Ouattara peut pas nous faire ça. Ça a été fait ou pas? Question. Ça a été fait, non? Donc, quand ils ont dit que la Côte d'Ivoire ressemble à la Corée du Nord, là, faut pas voir que c'est faux, hein. Il va régner en maître absolu, sans aucune forme d'audition. Le pouvoir va se transmettre de dynastie en dynastie. C'est ça qui nous a. En Corée du Nord, faut regarder, faut allumer ta télé. D'ailleurs, même la télé, même là, on te montre ce que tu dois regarder. Voici le frère, l'ancien Gon, qui a été aujourd'hui arrêté pour soi-disant terrorisme et autres. C'est-à-dire, non content de mettre déjà leur propre frère du Nord en prison, qui casse les mosquées à Abidjan. Ceux qui ont dit qu'ils ont pris les armes pour la liberté, pour porter les boubous, là. Qui casse les mosquées à Abidjan? C'est Laurent Gbagbo. Hein? Les gens du Nord qui sont en prison sous Ouattara, qui les a mis en prison. C'est-à-dire, le gars qu'il traque là, c'est le neveu de Amadou Gon. Est-ce que vous voyez la symbolique? C'est-à-dire, quelqu'un est à plus de 6000 km de la Côte d'Ivoire. Il donne son opinion, son avis sur la façon dont ce pays est géré. Il dénonce, il dépeint un tableau noirâtre de la gestion de Ouattara. Si vous ne voulez pas qu'il le fasse, mais gérez bien le pays. En fait, eux, ils refusent de soigner la fièvre, mais ils veulent casser le thermomètre. Bon, ça, j'ai emprunté ça à l'autre, hein, le politicien proverbier, là. Ils refusent de soigner la fièvre et puis ils cassent le thermomètre. Non, elles ont cassé le thermomètre, là, ça fait baisser la fièvre. Donc, si les gens vous critiquent sur votre gestion, mais remettez-vous en cause. Voyez les critiques qui reviennent de plus pour essayer de vous améliorer. Mais eux, ils font pas ça, hein. Eux, ils veulent aller arrêter ceux qui les critiquent. Comment vous pouvez chercher, vous pouvez arrêter? C'est-à-dire, s'il était à Abidjan même, bon, peut-être à la limite, on pourrait comprendre. Mais le gars n'est même pas Abidjan. Ce n'est pas un militaire. Ce n'est pas un membre des services secrets. Il n'est rien. C'est-à-dire que c'est un jeune, voilà, qui a fait ses études, tout ça, machin. Mais qui plus est, il est le neveu de Amadou. Mais les gens sont allés le chercher. C'est-à-dire qu'il a oublié même ce que ça représente. C'est que le jeune là, le symbole qu'il représente, Amadou Gon, fidèle des fidèles, ceux qui ont fait le lit de Ouattara dans le Nord, ceux qui ont combattu, en griffe, parce qu'eux ils ont combattu les armes, donc il n'y a pas de combats, bons combats, mais donc ceux qui ont combattu, qui ont fait ce travail de sape là auprès des populations du Nord, majoritairement analphabètes, pour que ces populations là puissent reconnaître Ouattara comme leur frère. C'est-à-dire, voici des gens, ils n'ont jamais vu quelqu'un, hein, ils le connaissent d'Adani Dev. Le gars apparaît comme un cheveu sur la soupe, a dit à plus de 45 ans révolu. Puis c'est là, il dit oui, c'est le fils de Nabintou. C'est-à-dire, subitement, il devient un des leurs. Mais ça, c'est le travail de qui? De Amadou Gon, mais surtout de qui? Je vais vous le montrer. Ce vieux sénile là. Un instant. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Parce que c'est ceux-là qui ont fait le mal à la Côte d'Ivoire. J'espère qu'il y a toujours ça. Vous allez le voir. C'est ceux-là qui ont détruit la Côte d'Ivoire. Ou bien j'ai ça. Il faut que je vous montre ça. Attendez, désolé. Voilà. Vous connaissez lui là? Avant de vous souhaiter la bienvenue, je vais vous demander la permission de m'adresser. Attendez. Il a fait passer où il parle en français là. Non plus à nos aspirations légitimes. Okay. Le PDCI en Desramaï. Pardonnez. Le PDCI ne répond plus à nos aspirations parce que le PDCI organise aujourd'hui une politique d'exclusion ethnique systématique. Exclusion ethnique dont nous sommes les victimes. Le PDCI fait quoi? Mène une politique d'exclusion systématique. Et ça s'est tenu au stade de Dini. Le gars, il s'appelle Lamine Diabaté. C'est le mari de qui, vous savez? La vieille schnopp. Ne répond plus à nos aspirations parce que le PDCI organise aujourd'hui une politique d'exclusion ethnique systématique. Exclusion ethnique dont nous sommes les victimes. Le PDCI organise aujourd'hui une politique d'exclusion religieuse systématique dont nous sommes hélas encore les victimes. Le PDCI a ainsi renoncé aux idéaux de liberté, de justice, d'égalité pour lesquels nos aînés ont combattu. Le PDCI pratique aujourd'hui une politique colonialiste à notre endroit. Politique que nous avons combattue en son temps et que nous continuons de combattre de toutes nos forces. Mais il y a plus grave au PDCI. Le PDCI a décidé de pratiquer une politique qui nous amène
qui nous mène tout droit à la guerre civile, par le mépris qu'il fait des lois. Parce que le PDCI, je suis très béni de le dire, puisque j'ai combattu dans ce parti, mais pour les idéaux que je prends. Aujourd'hui, le PDCI estime que parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. La Constitution n'existe plus. Et c'est pour ça que je dis que la politique du PDCI conduit tout droit à la guerre civile. La Constitution, c'est la loi suprême. C'est ce qui gère le pays. Dès lors qu'on viole cette loi, les citoyens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ah, c'est vous comprenez. Le gars qui parle là, Lamine Diabaté, le bas droit d'Alassane Ouattara. Vous avez vu? Dès lors quand on viole les lois, les citoyens sont libres de faire quoi? Les citoyens sont libres de faire quoi? De prendre les responsabilités. Et que la politique menée par le PDCI, qui selon eux les exclut, va amener à la guerre civile. Ça, c'est un discours de 95. Je n'ai pas mis la partie où il parle en malinqué là. C'est traduit, mais bon, c'est écrit, c'est très fin. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas voir. Donc, vous voyez, ce qu'il dit, c'est ces gens-là qui sont au gouvernement, qui sont au pouvoir. Ceux qui disaient hier, violer les lois et la Constitution là, ça donne tous les droits pour se révolter. C'est eux là qui nous gouvernent. Et eux, ils font des coups d'État constitutionnels, grandeur nature, clair, des braquages électoraux, tout ça. Et c'est avec eux, on va s'asseoir pour dire on a fait politique. Vous avez compris ce qu'il a dit? Et là, moi, j'ai fini par comprendre que, en fait, vous voyez que le problème du RDR n'a jamais été le président Laurent Gbagbo. Parce que ce qu'il est en train de dire, quand nous avons écouté là, quand Laurent Gbagbo était là, il disait ça. Il ne sait pas si vous comprenez. Donc, les gens, ils avaient leur projet de prédation de la Côte d'Ivoire. Ils avaient le projet depuis longtemps de prendre ce pays-là. Parce que quand Alassane Ouattara est venu goûter, parce que Alassane Ouattara, c'était pratiquement le vice-président, mais qui est devenu le président de la Côte d'Ivoire. Parce que le président Bouffo était inactif dû à sa maladie, dont même on peut en parler. Hein. Ah oui, vous voyez comment le président Bédier est parti naturellement, en griffe. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Quand on sait leur méthode, quand on sait comment ils agissent, donc on peut mettre des pincettes sur la soi-disant, voilà, ça c'est une autre parenthèse. Donc, Alassane Ouattara, il était pratiquement le ministre, le président de la Côte d'Ivoire. Il avait la signature la plus puissante du pays à l'époque. Il a vu la Côte d'Ivoire comme une manne, comme un oasis de richesse. C'est de là qu'est partie sa véritable richesse. Non, il avait quoi? Non, il a avion, il a bateau. Vous avez déjà vu des affabulateurs. C'est des voleurs, ils sont venus voler. C'est des voleurs, c'est tout. Ils avaient quoi? Un fonctionnaire du FMI, là, à l'époque, il touche combien? Bon, gouverneur de la BCAO, il touche combien? Pour qu'il va acheter avion, bateau, tout ça, là, il touche combien? Donc, c'est quand il vient être premier ministre, le président Oufou est mourant, mais les gars se remplissent les poches comme pas possible. Mais le pillage systématique de nos ressources, les détournements, mais terribles. Et puis on tombe en plein pied dans le programme d'enrichissement structurel. On cède toutes les sociétés de l'État à des francs symboliques. Vous avez vu le scandale de Alassane Van Rachette, où on passe on vend les sociétés d'État, comme je disais, avec de grosses commission et tout ça. Donc c'est là qu'il s'enrichit. Donc quand il a vu ça, il dit non, mais la Côte d'Ivoire, on peut pas la laisser comme ça. Il y a trop de sauts à se faire. Et voici les Lamine Diabaté qui ont joui et bénéficié de la largesse du PDCI, qui ont profité de ce pays, qui ont eu tout ce qu'ils ont voulu. C'est eux qui vont venir s'arrêter devant plus de combien de milliers, de millions de personnes pour les apprêter à la guerre civile, juste parce que eux, ils veulent récupérer le pouvoir pour voler l'un des Ivoiriens. C'est tout. En fait, c'est des voleurs parce que regardez, ils sont à la tête du pays là. Tout ce qu'ils font, tous les secteurs, c'est à eux. Ils vendent les biens de l'État qu'ils rachètent, ou alors eux-mêmes, par les appels d'offres, ils s'octroient des marchés juteux de l'État, ou alors ils font intervenir des sociétés étrangères, et puis après ils se font des ristournes derrière. Bon. Donc les gens sont venus dans cet idéal-là de se remplir les poches. Vous ne les voyez pas comment ils sont contents de rouler dans des voitures. Autant les Gbagbo, RAV4, les gens ont sauté. Et puis, excusez-moi, on dit non, RAV4, mais qui paye les voitures de 200 millions? Ce qu'on oublie de dire, c'est que eux là, ils étaient dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo était très minoritaire. Depuis 2003 jusqu'à 2010, il était minoritaire dans tous les gouvernements. Bon, je vais dire, oui, dans tous les gouvernements. À chaque fois qu'on a changé de premier ministre, quand on fait remaniement là, sur 35 ministres, on a 7. Gouvernement de Sédou et Liman, on avait 11, il y avait 40 ministres. Gouvernement Bani, on était 7. Il y avait au moins 38 ministres. Gouvernement de Soroguem, on était 8, il y avait au moins 40 ministres. Donc, ils étaient ministres aussi. On dit non, c'est les gars de Gbagbo qui payent, c'est des menteurs. Qui payent les voitures aujourd'hui pour les filles? Qui payent Range Rover 280 millions pour donner à la femme? Qui fait ça? C'est pas les mêmes qui étaient dans le gouvernement de Gbagbo là. Dans le gouvernement de Gbagbo, autant de Gbagbo. Parce qu'on dit autant de Gbagbo, mais en fait, on co-gérait. La primature ne nous appartenait pas. Tous les ministères étaient partagés. Les sociétés d'État là, ce n'était pas à nous seulement. Parce que eux aussi, ils avaient des gars qui géraient filière café cacao et tout ça, qui gère le ministère de l'Agriculture. C'est pas Madougon. Tout ça, on a oublié. Vous voyez? Donc les gens, en fait, tout ce qu'ils ont fait là, ça avait un seul but, voler, là, la Côte d'Ivoire. C'est des voleurs. Donc à cause du vol, on nous tue.
Ça n'a pas de sens. Juste parce qu'ils veulent piller, voler l'un des Ivoiriens, là, ils nous tuent. Ils tuent des femmes enceintes. Ils brûlent des hommes innocents. Et ils égorgent des vieilles mamans, des grands-mères, juste parce qu'ils veulent voler. Maintenant, vous qui allez vous mettre à eux là, mais vous partagez la responsabilité. Donc, qu'est-ce que je veux dire en disant tout ça? Si nous ne nous levons pas, on va subir ça multiplié par 10. C'est clair. Si tu appelles ton parent, et puis vous ne pouvez pas dire allô, et puis ton parent dit chut, moi je ne peux pas vivre dans ça là. Non, moi je ne peux pas. C'est ça qu'on ne doit plus accepter. La libération, la révolution, ça coûte cher. Ça coûte cher en larmes, ça coûte cher en sueur, et ça coûte cher en sang. C'est comme ça. Tous les pays indépendants aujourd'hui qui sont assis socialement, qui ont un plan de développement qui profite à leur population là. Frère, ils ont payé le prix. Si encore Ouattara trop fort, Birima Tene va nous gouverner. Vous voyez, lui, il est encore jeune, son gros ventre bédonnant là. Il est encore jeune. Donc lui, il peut se taper au moins 20 ans, 25 ans. Ouattara a dit qu'ils vont rester 50 ans au pouvoir, bien qu'ils s'amusent. Ou bien qu'ils s'amusent. D'accord. Peut-être que les gens ne sont pas fatigués, peut-être que les Ivoiriens ne sont pas fatigués. Non, je ne dis pas ça pour insulter la douleur des Ivoiriens, mais je dis, il faut qu'on arrête d'avoir peur. Ça ne sert absolument à rien. Un peuple qui a peur est un peuple soumis, qui accepte sa propre sévérité. C'est ça, en fait. En tout cas, on va faire le débat de tout ça. Je voulais féliciter mon parti, PPACI, d'avoir eu à prendre cette décision courageuse. Maintenant, ceux du PPACI, ça, demain, Dieu voulant, le matin, il y a fait panel dessus. Les gens du PPACI qui veulent aller aux législatives, ils n'ont qu'à être indépendants. Et puis nous, on les combat. On dit leur vrai nom. On dit leur vrai nom. Parce que tout doit être su. Rien ne doit être caché. L'heure de la vérité, là, ça dit que on doit dire qui est qui fait quoi. Qui veut le malheur des Ivoiriens. Si vous voulez manger l'argent, là, si vous voulez manger, là, Gbagbo a dit on n'est pas apporté pour être riche. Et quand il le dit, il le pense vraiment. Voilà. Donc si vous êtes mu par des ambitions personnelles qui vous conduiraient à une richesse rapide, allez-y d'un autre parti. Où c'est simple. Adjoumani l'a dit, le restaurant est ouvert pour tout le monde. Voilà. On dit un restaurant ouvert. Vous avez vu un restaurant où tu vas manger, puis on te paye, pas être allé manger. Vous avez déjà vu ça, ça existe dans le monde ici. Ils ne parlent pas des restos du cœur. Resto du cœur, même tu ne payes pas là, mais eux là, tu t'en vas manger. Et puis eux, ils te payent. Pourquoi s'emmerder? Faut sauter, pieds liés, mains liées, dans leur restaurant là-bas. Comme ça, on vous donne tout ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas utiliser notre instrument politique pour le vendre à Ouattara. Vous n'allez pas faire. On va pas permettre ça. On va vous dévoiler. On va vous dénoncer. On va dire qui vous êtes. On va dire ce que vous faites. Les Ivoiriens vont vous connaître. Vous n'allez plus qu'avancer camouflé. Comme ça, on va voir comment est-ce que vous allez les regarder dans les yeux. Vous voyez comment tu regardes quelqu'un que tu as vendu. Et si même il t'écoute. Il t'écoute plus. Voilà. Ok. En tout cas, c'était mon petit live. Désolé pour les demandes. Je suis fatigué et puis j'ai très mal à la gorge. On est rentré dans une période de froid, de grand froid. Donc, je ne peux pas tenir un panel longtemps, faire monter les gens et puis gérer la modération, tout ça. Donc, comme demain, c'est samedi, je vais pouvoir déjà me reposer et puis en faire le panel samedi, peut-être même 8 heures d'affilée. Là, j'ai le temps tranquille, quoi. Mais je vais rappeler que faut pas qu'on se laisse intimider. Ouattara, il est fini. Faut pas que ça vous inquiète. Faut pas que ça vous étonne. Voilà. Et nous, on ne le dit pas parce qu'on est fou. Moi, je suis pas fou, hein. Ceux qui me connaissent là, ils savent que je suis pas fou. Je suis très lucide, hein. Moi, je suis pas fou. Puis, je suis pas un rêveur. Moi, je suis pas un rêveur. Je suis réaliste. Je suis très objectif. Voilà. Je rêve pas. Je suis pas fou. Je dis, je ne nage pas en pleine utopie ou en pleine illusion. Donc, j'ai la certitude que ce pouvoir-là est à sa fin. Donc, ne soyez même pas apeurés. Plus la répression s'intensifie, plus la chute se rapproche. Voilà. Vous avez vu Koukeskou, informez-vous, documentez-vous, essayez de voir un peu les chutes des pires dictateurs, les Pol Pot et tout ça, les Ben Ali, tout ce qu'on nous présente comme dictateurs et tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises sur leur compte, voilà, qu'il faut quand même prendre avec certaines pincettes, mais l'essentiel, c'est que ce sont des gens qui ont martyrisé leur peuple, puis bon, qui se sont éternisés au pouvoir. Mais allez-y voir qu'à la chute ou à la veille de leur chute, non, ils ne s'amusaient pas, parce qu'ils sont atteints par une forme de paranoïa. Ils ont l'impression que tout le monde en veut à leur pouvoir. Donc, ils ne font confiance à personne. Moi, il y a un ministre de Ouattara, il y a un ami qui bossait. Il dit un jour, il a appelé le gars, ce téléphone. Le gars l'a appelé après pour dire, il ne faut plus jamais m'appeler. Ça va pas chez toi. Je dis, ah, mais monsieur le ministre, pourquoi? Il dit, mais parce que nous, on est sûr. Eux, ils les savent. Est-ce que vous savez qu'ils ne peuvent pas sortir de la Côte d'Ivoire sans autorisation? Les ministres que vous voyez là, vous voyez combien d'eux font les voyages? Quand ils font les voyages là, ils vont faire représentation de la Côte d'Ivoire dans telle organisation, dans truc. Ils ne peuvent pas se lever comme ça. Ils vont pas avion sortir. Ils n'ont pas qu'à. Ils ont besoin d'une autorisation. Quand les Ouattara voulaient mourir là, vous avez vu comment ils ont grouillé pour sortir, non? Et ça est là jusqu'à présent. Ils sont tous sur écoute là-bas. Et même ils savent ça. Tellement le gars là, c'est méfié d'eux. Ils savent dans quoi ils sont, hein. Ils savent dans quoi ils sont. Beaucoup se sont embarqués dans cette aventure parce que c'est une aventure dont l'avenir est incertain. Alors qu'ils savent qu'en s'embarquant dans cette aventure, c'est qui va frapper Ouattara les forces. Ah, mais si tu es dans le bateau qui coule, tu n'es pas un rat pour te sauver. Tu as coulé le bateau. Ou bien, ok. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir suivi. On va se dire à tout à l'heure. Je sais pas l'heure qu'il est, je sais que c'est fait très tard chez vous. On va se dire à tout à l'heure. On va faire un panel. Je vais inviter tout le monde avec mes camarades de lutte que vous connaissez tous. Tanguy,
s'il est là, Zarathustra, Soleil, Teradi, et puis bon, s'il y a des frères qui veulent nous rejoindre, Haïlé et tout ça. Bon, voilà, on va discuter. Ça fait du bien de parler de la Côte d'Ivoire et surtout d'être très optimiste quant à l'avenir de ce pays. Merci beaucoup, que Dieu vous garde.